Alors on commence par la première phase qui fâche un peu, c'est ouvrir, acheter telle série, c'est rentable ou pas rentable. Et en fait, à mon sens, et c'est que mon opinion, et vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord, un hobby, c'est pas destiné à être rentable. Donc ouvrir un booster, le but, c'est pas gagner plus cher en cartes que ce qu'on avait à l'intérieur d'un seul booster. Quand vous allez au cinéma, quand vous faites un bowling, quand vous achetez un livre, vous ne vous demandez pas si mon ticket est rentable, vous n'allez pas regagner de l'argent. Et ben, pour moi, ouvrir un booster, ça reste avant tout un plaisir. Et c'est encore mieux quand c'est un plaisir partagé, quand on ouvre avec des amis, en groupe, et ou alors quand on se sert des cartes pour jouer ou pour agrémenter sa collection, quelle que soit la valeur de la carte. Cependant, et on en est bien conscient puisque c'est également à l'origine des TCG, ça s'appelle Trading Card Game, et dans la notion de trading, il y a la notion d'échange. Et pour qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une valeur à chaque objet et à chaque item. Et effectivement, avec le temps, Pokémon, c'est également devenu un hobby qui peut être considéré par certains comme un investissement alternatif. Rien à voir avec un livret, des actions, etc. Ça peut être un hobby qui permet de financer d'autres projets quand on sépare d'une partie de sa collection après un long temps d'attente ou de fructification. Mais ça peut également être un hobby qui s'auto-alimente, c'est-à-dire avec les bénéfices que vous avez faits sur certains items de vos collections dont vous ne voulez plus ou dont vous voulez vous séparer parce que vous les avez en surplus, prendre cet argent pour financer des nouveaux achats dans votre hobby. Et donc oui, Pokémon, parce que là on va parler surtout de Pokémon, c'est avant tout un hobby qui a à but de se faire plaisir. Et le fait est que, effectivement, tous les chiffres le démontrent, c'est un hobby qui peut également être source de plus-value marchande. Alors c'est parti sur qu'est-ce qui fait de Pokémon un marché si particulier. Tout d'abord, c'est parce qu'il y a plein de notions habituelles qui ne s'appliquent pas à Pokémon. Et la première, c'est le market cap. Le market cap, c'est un terme qui sert à définir la taille globale d'un marché. Et pour l'avoir, c'est simple, on prend le prix unitaire d'un produit multiplié par le nombre total de produits existants. Or, avec Pokémon, c'est une donnée qu'on ne possède pas. On ne sait pas combien ont été produits exactement d'ETB EV10. Et c'est encore pire pour le vintage, parce qu'on ne sait pas combien il reste exactement de tel item scellé qui n'a pas été ouvert. Donc le market cap ne s'applique pas pour Pokémon. Le simple micro-secteur où ça pourrait s'étudier, c'est sur les ensembles de cartes gradées, parce que certaines sociétés font la comptabilité fine du nombre d'exemplaires et de la note qu'ils ont obtenue pour tel type de carte gradée. Mais même ça ne peut pas s'appliquer, parce qu'il y a plein de sociétés de gradation différentes, donc il faudrait agglomérer tous les chiffres de ces sociétés, sachant que certaines ne le font pas. Et en plus, ça ne prend pas en compte toutes les cartes qui restent dans les collections particulières des gens et qui sont captives. Et globalement, Pokémon il se différencie d'un autre marché parce que c'est un marché captif où une toute petite proportion de l'existant est en circulation à l'échange, la revente ou l'achat. Parce que les gens les gardent. Moi, ce professeur Chen PCA 9 ou 7, j'ai les deux, il restera toujours avec moi, c'est ma collection. Et peut-être qu'un jour je vais le relâcher, mais en attendant, il n'est pas en circulation et donc il ne peut pas être comptabilisé pour le market cap. Ensuite, dans l'univers des TCG en général, Pokémon est également un ovni parce qu'il y a certaines logiques dans Pokémon qui ne répondent pas à une logique partagée par d'autres TCG. Et là, c'est plutôt mon expérience de joueur de Magic qui revient. Et on avait fait une vidéo là-dessus sur qu'est-ce qui fonde la valeur d'une carte. Et en réalité, pour Magic, c'est assez simple, c'est la puissance de la carte, est-ce qu'elle est utile pour gagner? Ensuite, sa rareté, est-ce qu'elle est difficile à obtenir? Et son état plus son ancienneté, qui revient un peu à sa rareté. Pour Pokémon, ça ne s'applique pas vraiment parce que peu de personnes en réalité pratiquent le TCG, le jeu de cartes à collectionner, et beaucoup se concentrent essentiellement sur la collection. Donc, la valeur marchande d'une carte Pokémon n'est pas liée ou très marginalement liée à sa puissance dans le jeu. Et ce qui différencie également Pokémon des autres TCG, c'est sa surface multimédia. Pour être clair, Pokémon, c'est une des plus grosses franchises dans le monde, d'entertainment. Il y a les jeux vidéo, évidemment, mais il y a également les dessins animés, les films, bientôt les parcs à thème, et toutes les collaborations Pokémon / McDonald's, Pokémon / Poste japonaise, Pokémon / Musée Van Gogh. Ça vous donne une idée un peu du rayonnement. Et même au Japon, Pikachu est une figure
qui est utilisé dans les messages destinés à la jeunesse, les messages d'avertissement, d'éducation, etc. C'est un objet de pop culture qui a tellement pris de surface qu'il est devenu un objet culturel à part entière. Autre particularité de l'OVNI Pokémon TCG ou JCC, c'est le fait qu'il est en constante expansion. Pourquoi ? C'est un marché des cartes à collectionner qui obéit à des cycles, on ne vous apprend rien, qui sont alimentés et activés par des sorties extérieures au TCG. Par exemple, à la sortie de Pokémon Go, on a eu un engouement nouveau ou amplifié pour le jeu de cartes physique. Ça a été exactement la même chose avec le JCC Pokémon Pocket, qui a remplacé ou complété le JCC Live. Et on va avoir bien évidemment la même chose avec les anniversaires, les 20 ans, les 25 ans, bientôt les 30 ans. Donc il y a beaucoup de facteurs externes qui ramènent de plus en plus de personnes dans la collection de cartes physiques Pokémon. Et bien évidemment, cette popularité de notre JCC préféré est encore augmentée par la sphère médiatique qui se développe et la communication qui se développe à l'international. On pense à l'effet énorme des réseaux et des influenceurs sur YouTube, Insta, TikTok, les grosses plateformes internet comme TCG Player ou Pokébeach. Et d'où vient l'argent finalement dans Pokémon ? Il vient de multiples sources différentes et ne fait que grossir. Le marché ne fait que grossir. Les cartes individuellement les plus anciennes prennent en valeur, mais il y a de plus en plus de cartes et d'items scellés qui sortent avec les nouvelles séries. Il y a en gros 5 à 6 nouvelles séries quand même par an pour Pokémon. Et globalement, comment la bulle Pokémon ou le marché global grossit ? D'abord avec l'argent des collectionneurs et des investisseurs. Ceux qui ont accumulé une énorme collection à travers le temps qui n'a fait que prendre en valeur, quand ils se séparent d'une partie de leur collection, bien souvent, c'est pour acheter d'autres items à ajouter à leur collection. Parallèlement ou en complément, on a l'argent de tous les nouveaux entrants qui découvrent au fur et à mesure le hobby Pokémon ou le redécouvrent avec leurs enfants et donc ils commencent ou recommencent une collection. Et bien sûr, comme on l'entend souvent par les détracteurs de Pokémon, Pokémon c'est un jeu pour les enfants. Alors oui, ça reste un jeu pour les enfants, mais il faut savoir que les enfants de 99 en France ont bien grandi et maintenant c'est des adultes entre 20 et 40 ans qui ont une situation, qui ont parfois eux-mêmes des enfants avec qui ils ont envie de partager cette passion, leur faire découvrir le monde Pokémon et vivre les aventures avec leurs enfants. Et du coup, ces premiers collectionneurs des années 99-2000 désormais ont un revenu, un travail et une part plus importante à consacrer à Pokémon par mois et ou par an. Et donc le panier moyen du collectionneur Pokémon ne fait que grossir avec le temps. Au départ, c'était peut-être un booster après l'école ou une récompense pour une bonne note à l'école ou un bon carnet. Maintenant, quand on a plus de capacité financière, on se fait plus plaisir avec une display complète, voire une case. Je me permets de prendre la place du professeur Ben pour aborder un point qu'on entend souvent, à savoir Pokémon. C'est un jeu, c'est pour les enfants, on n'investit que dans des bouts de carton, au bout d'un moment ils ne vaudront plus rien puisque plus personne ne s'intéressera au jeu, alors qu'en fait finalement on remarque que Pokémon c'est plutôt un marché qui s'apparente à un marché de collection, au même titre que les montres, les timbres, les sacs à main de luxe ou tout autre type d'investissement parallèle. Donc Pokémon étant un marché finalement de collection attaché à la pop culture, on s'est posé la question de savoir si ça répondait à quelques grands principes d'économie appliqués au marché Pokémon et on va s'amuser avec vous à aborder quelques points pour voir si ça marche. Le premier grand point d'économie générale, ça va être tout simplement les relations d'offre et demande. Et effectivement, ça fonctionne plutôt bien sur Pokémon. On se rend compte que quand l'offre est inférieure à la demande, les prix augmentent, c'est ce qu'on appelle les bulles, comme celle que l'on vient de vivre depuis à peu près la sortie de V8, fin 2024. De nouveaux entrants se sont mis à Pokémon ou remis à Pokémon avec leurs enfants. Ça n'a pas du tout été anticipé dans les impressions et par conséquent, il y avait moins d'offres de produits Pokémon disponibles que de personnes qui voulaient en acheter. Donc on a une période d'augmentation des prix. Et cette notion générale d'offre et demande fonctionne vraiment très bien sur Pokémon parce que ça marche aussi bien sur les items scellés que sur les cartes à l'unité. Et là, on en arrive par contre à un point particulier. Il y a une relation inverse entre les objets scellés et les cartes à l'unité. Pourquoi ? Les objets scellés ne peuvent voir leur population que décroître. Oui, il y aura des reprints, oui, il y aura des restunk, mais après, il n'y aura plus jamais
d'impression, de réimpression des coffrets, des ETB, des displays, sans compter qu'une grosse partie des collectionneurs vont les ouvrir. Et cette tendance d'ouverture n'est vraiment pas anecdotique, particulièrement depuis l'arrivée en masse du rip and chip et des pratiques d'enchères en live. A l'inverse, cette tendance ne s'applique pas aux cartes en loose et aux cartes gradées, puisque les cartes en loose et gradées ne peuvent voir leur population qu'augmenter à travers le temps. Lorsque des personnes vont décider de faire grader leur carte par opportunité, quand ils voient que les cours de cette carte sont en train de monter, les prix montent, et également en ouvrant à nouveau des coffrets qu'ils avaient dans leur collection. Attention toutefois, cette population va donc être croissante en fonction des nouvelles cartes à grader. En revanche, il y aura des nouveaux entrants dans le marché Pokémon, mais également des hypes sur certains Pokémon ou certaines cartes qui vont expliquer une demande forte sur tel type de carte qui là vont induire une augmentation de son prix. Ensuite, l'autre principe d'économie générale, ce sont les cycles économiques, avec une période d'expansion, une période de ralentissement, une période de récession et une période de reprise. Et ça, quand on s'amuse à le regarder du côté Pokémon, on se rend compte que ça fonctionne effectivement plutôt bien. On a eu des phases d'expansion avec des facteurs extérieurs comme l'arrivée de Pokémon Go et le Covid, les influenceurs, les hypes, etc. Et il y a également des grandes périodes de récession où il y a pas mal de stocks disponibles, les prix arrêtent de s'affoler, voire redescendre, pour repartir aux 30 ans, aux 25 ans, etc. Alors allons un petit peu plus dans ce détail sans être trop pompeux. Dans les cycles économiques, vous avez des cycles courts, des cycles moyens, des cycles longs. On a notamment un cycle qui s'appelle le cycle de Kitchin, qui dans l'économie générale arrive tous les 3-4 ans pour induire des variations justement. Et ces cycles-là sont liés au stock. Et on se rend compte que dans Pokémon, on a des périodes de bulles. C'est-à-dire qu'un facteur extérieur, admettons l'arrivée de Pokémon Go il y a quelques années, va induire de nouveaux entrants, sauf que les stocks d'items imprimés ont déjà été décidés à l'avance, donc ces nouveaux entrants vont faire face à une pénurie finalement de stocks disponibles. Ensuite, Pokémon va se réinventer et offrir plus de stocks pour y répondre, et là on aura assez de stocks pour ces nouveaux entrants, et les prix normalement chutent. Alors attention, pas d'affolement même dans ces périodes de récession, on garde bien en tête qu'on est dans une phase de cycle, même dans les phases de récession, les prix n'atteindront jamais zéro, et après, on observe toujours des reprises du marché où les prix vont avoir tendance à augmenter de nouveau, particulièrement pour les objets scellés, comme les items phares, ETB et display. Ce qui peut se passer, c'est cette volatilité au cours du cycle, qui est le point qu'on va aborder maintenant. Alors là, on va s'attaquer à une notion essentielle en investissement et qui s'apparente également quand on achète des produits Pokémon. Vous allez avoir une distinction très importante à faire entre les notions de risque et les notions de volatilité. Est-ce que Pokémon est un marché risqué? Est-ce qu'un produit peut atteindre la valeur de 0? Est-ce que Pokémon Company peut faire faillite? Ça reste compliqué. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est effectivement une volatilité des prix, c'est-à-dire toutes les courbes graphiques que vous voyez où les prix augmentent, descendent, augmentent. Donc là, ce qui va être important dans cette notion de volatilité, c'est votre horizon de placement. C'est ce qu'on appelle l'horizon de placement dans les investissements classiques. C'est-à-dire combien de temps vous voulez garder votre collection et à quel moment vous allez avoir besoin de liquidité. Si vous êtes dans une perspective de court terme, effectivement, vous pouvez aller dans votre magasin du coin, acheter votre ETB, ressortir, prendre la photo sur le parking et la remettre x2 sur le bon coin. Ça va marcher dans les périodes de bulles, mais après, ça ne marchera plus. Dès qu'on est en dessous d'un multiple de 2, ça marche très peu. Ce qu'on conseille plutôt, c'est d'être dans une perspective de long terme, c'est-à-dire conserver ces items longtemps pour attendre ces périodes de reprise qui vont permettre de retrouver un niveau intéressant de prix. Donc le seul point d'attention avec cette volatilité, c'est lorsqu'on a un horizon de placement plus faible et qu'on va avoir besoin de liquidité pour sa vie personnelle, un projet, des vacances ou que sais-je. Alors dans cette perspective de long terme, attention à ne pas viser les hypes et à ne pas trop écouter le bruit ambiant, les vidéos que vous pouvez avoir sur les réseaux de telle série est nulle comme on a eu sur Femme Nébuleuse ou Current Stellar, puisque personne ne sait comment vont évoluer ces séries à l'avenir. Pour aller un petit peu plus dans les séries anciennes, dans le bloc EB, tout le monde se rappelle que Clash des Rebelles n'était pas très apprécié. Pourtant, on a vu les prix de tous les items et boosters Clash des Rebelles augmenter. Alors attention également à ne pas monter dans le train de la hype et ne pas chasser les mêmes items ou cartes que tout le monde au même moment. On rappelle une fois de plus ici que tous les prix
des cartes à l'unité descendent dans les 6 mois après la sortie d'une série. Et pour prendre des exemples concrets, on peut prendre dans les catégories récentes le Pikachu Extra Terra Crystal de EV8, qui était une carte très chère, qui a vu son prix baisser, qui reste toujours une carte chère, mais moins qu'après la sortie de la série EV8. Alors toujours dans cette perspective de long terme, il faut bien différencier le prix, qui est un prix à un moment donné, contrairement à une valeur, qui est la valeur symbolique de l'objet qu'on achète dans le TCG. À savoir, un Dracofeu première édition ne valait que 100 francs à l'époque, et maintenant en PSA 10, on le retrouve à 7000 €. De la même façon, n'hésitez pas, ne passez pas à côté d'une ETB, qui est un item qui va prendre de la valeur dans le temps, parce que vous devez la payer 20 € de plus à un moment donné que son prix. Et on entend par prix le prix du marché actualisé. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention à ne pas passer à côté d'une occasion dans un achat d'un objet à forte valeur pour votre collection ou à forte valeur dans le TCG, parce qu'on est à 20 € de plus que le prix du marché. Donc finalement, l'investissement et investir, c'est quoi? C'est utiliser une partie de son argent disponible dont on n'a pas besoin dans quelque chose qui pourra peut-être prendre de la valeur. On peut effectivement utiliser cet argent pour se faire plaisir, pour des loisirs, le cinéma, les voyages, la lecture, ou les positionner dans des objets de collection ou tout autre type d'investissement dans le but de conserver leur valeur, voire même de leur faire prendre de la valeur dans le temps. Et on remarque que le marché de Pokémon TCG répond finalement à tous ces critères. Attention, Pokémon, vous avez une multitude de séries d'objets, de cartes, on ne peut pas courir tous les lapins. Vous ne pourrez pas tout collectionner. Il faut bien avoir un objectif dans sa collection et se spécialiser dans la chose qui nous fait le plus plaisir ou dans les quelques choses qui nous font le plus plaisir en fonction de nos moyens. Effectivement, avec 5 à 6 sorties par an, on ne peut pas acheter les displays, les ETB, les cartes à l'unité, faire le master set, les coffrets, etc., etc. Il y a un risque de déjà dépenser beaucoup trop d'argent, faites attention, et également un risque de se sentir dépassé et de se décourager de sa collection et d'arrêter complètement le plaisir de la collection Pokémon. Donc, quand on parle d'objectif de collection, c'est se focaliser sur se concentrer sur les choses qui nous font le plus plaisir dans la collection. Ça peut être un master set d'une série donnée ou des items précis, les displays, les ETB, les coffrets, les mini-tins, ou des cartes, ou un Pokémon et toutes les cartes de ce Pokémon par exemple. Donc là où Pokémon va être très intéressant comme plaisir de collection et pourquoi pas d'investissement, c'est qu'on va investir dans quelque chose qui n'est pas risqué comme on peut l'entendre. Encore une fois, la probabilité que Pokémon fasse faillite est très faible. Donc la probabilité de voir votre collection valoir 0 parce que l'entreprise a fait faillite, mais en plus, plus personne ne collectionne, ça paraît assez compliqué. C'est également un produit assez liquide, c'est-à-dire qu'au moment où vous voulez revendre une partie de votre collection, ça peut être par exemple une display, à condition de la mettre un petit peu moins cher que le cours du marché, vous risquez de la vendre très vite. Attention toutefois aux objets de collection qui ont vraiment une très forte valeur, par exemple un Pikachu Mario PSA 10. Pokémon, c'est aussi un investissement qui permet de profiter de son argent plutôt que d'avoir des billets qu'on ne va pas contempler. On va plutôt contempler un très beau mur rempli de TB protégés. Et l'intérêt essentiel que je vois dans Pokémon, c'est également que ça permet de s'adresser à tout type de budget. C'est-à-dire qu'on peut à la fois aller dans des items et des produits très chers, des très grosses cartes gradées, des cases, des displays. On peut aller dans des produits plus abordables, des ETB, des mini-tins, des coffrets, voire même tout simplement des art-sets de chaque série qui prend déjà pas mal de valeur. Et bien sûr, quand vous investissez à long terme, n'oubliez pas de protéger vos collections, de les sécuriser et de les assurer. Donc pour conclure, n'oubliez pas que Pokémon, c'est avant tout de la collection et de la passion. N'oubliez pas de jouer au TCG aussi, c'est important. Et finalement, tant qu'il y aura des nouveaux enfants qui regarderont Pokémon, qui joueront à Pokémon et un lien intergénérationnel, on pense que Pokémon a encore de beaux jours devant lui.